L'attachement anxieux se caractérise par une peur profonde de l'abandon, une peur qui est souvent inconsciente, qui pousse parfois à trop attendre, trop s'adapter, parfois à confondre amour et obsession, jusqu'à l'épuisement émotionnel. Pourtant, cette peur a une origine et il est possible de s'en libérer. Nous allons voir ensemble 10 signes profonds qui révèlent que tu as un attachement anxieux. Le premier signe, c'est que l'anxieux surinterprète les silences. Un vu sans réponse va être interprété comme un rejet ou une heure de silence. Ça peut être également un mot vague, ça peut être une quelconque distance de l'autre, en fait, va être vu comme une forme de rejet. Et ça ne rassure pas, en fait, l'anxieux. Tout devient suspect. Parce que chez l'anxieux, très vite, en fait, ces zones de panique sont activées. Parce qu'il a une peur profonde et irrationnelle de l'abandon. Il a appris enfant que ses parents pouvaient ne plus être présents. Donc soit c'est une perte physique, c'est-à-dire que l'enfant a perdu un parent jeune, enfant, ou émotionnelle, c'est-à-dire que le parent est absent ou est peu présent en fait. Donc c'est pas seulement l'absence de mots qui angoisse, c'est aussi l'absence de signes de sécurité, d'amour, de constance. Chez l'anxieux, le système nerveux est constamment activé. Le cerveau limbique, notamment l'amygdale, interprète l'ambigu comme un danger, à cause d'expériences précoces où les relations étaient source d'insécurité. Donc le silence est mal vécu par l'anxieux parce que ça réactive en fait des mémoires traumatiques. Et c'est ce dont parle Boris Cyrulnik quand il parle de sensibilité à fleur de mémoire, où justement en fait le moindre silence ouvre la porte en fait à des ressentis passés et un rappel en fait d'émotions que l'anxieux a vécu où il a vécu de l'insécurité affective. Donc l'anxieux n'attend pas seulement des réponses de l'autre, mais il attend d'être rassuré en fait sur ses expériences passées. Il y a une attente inconsciente qui rend chaque vide insupportable. L'attachement anxieux transforme le moindre flou, le moindre problème dans la relation comme une incertitude en fait qu'il ne peut pas supporter, qui est trop difficile pour lui. Il a une intolérance à l'incertitude et il va être convaincu en fait que l'autre sera présent quoi qu'il arrive. Le deuxième signe, c'est que l'amour est très souvent vécu comme une obsession. L'absence de l'autre ne crée pas seulement un vide, elle devient une occupation à plein temps. Chez les personnes à attachement anxieux, le lien amoureux en fait dépasse la simple relation. Ils sont très souvent envahis en fait par des pensées obsédantes de l'autre, donc des préoccupations sur leur relation amoureuse, leurs désirs, et ils vont idéaliser très souvent l'autre. Et d'ailleurs, ce qui s'appelle d'ailleurs pas de l'amour, c'est très souvent ce qu'on appelle de la limerence, c'est-à-dire qu'il y a une idéalisation de l'autre et une forme d'obsession de l'autre. Et en fait, ils se vivent, ils expériencent le moi dans la relation à l'autre. C'est-à-dire qu'ils se définissent beaucoup à travers leur relation amoureuse. Donc, le fait aussi de penser à l'autre va lui permettre en fait de garder l'autre près de soi, même quand l'autre est distant, même quand l'autre n'est pas présent, en fait, d'avoir toujours une forme de présence. Chaque mot, chaque message, chaque regard va être analysé, décrypté, réinterprété. Donc l'esprit d'un anxieux ne peut pas se reposer. Il va chercher, il va vérifier, il va anticiper toute forme en fait d'insécurité dans le lien. Et toutes ces stratégies en fait sont une façon de se rassurer et de rechercher justement une sécurité qu'il n'a pas vécue et qu'il ne pense pas pouvoir vivre dans les relations. Et aussi parce que du coup le système anxieux est extrêmement sensible au rejet. Il va repérer le moindre signe de danger, le moindre transformation, le moindre changement finalement peut être une alerte, un danger.
Donc il y a une hypervigilance de l'anxieux qui va suranalyser l'autre et qui va être très capable d'ailleurs très souvent de définir avant l'autre les propres besoins de l'autre. Il va être capable en fait de dire ce dont l'autre a besoin, etc. Et cette hypervigilance, ça va être ce qu'on appelle souvent du micro-reading. C'est le fait de savoir de lire, et c'est inconscient, ce n'est pas quelque chose de conscient, d'interpréter le moindre changement dans les expressions du visage de l'autre. Par exemple, quelqu'un qui ne va pas sourire à une blague, quelqu'un qui va au contraire peut-être bâiller, etc. En fait, la moindre expression du visage ou verbale va être interprétée et va être lue, mais pas forcément consciemment. C'est souvent l'inconscient qui analyse tout ça. Boris Cyrulnik, dans Les nourritures affectives, explique que ces personnes n'ont pas été suffisamment comblées dans l'enfance. Il y a une dépendance à l'activation relationnelle, le lien devient l'unique lieu où le sentiment d'exister se confirme. Donc aimer, c'est pas seulement être en relation avec l'autre, c'est aussi exister et survivre, c'est beaucoup plus fort que ça. Donc en fait, quand l'enfant n'a pas pu faire l'expérience d'un lien sécurisant enfant, il tend à externaliser son centre de gravité. Donc il va devenir dépendant de l'objet d'amour pour se sentir vivant, digne d'aimer, sécurisé. Donc il va compenser en étant très dépendant. Parce que le partenaire va lui permettre de réguler ses émotions. L'autre, en fait, lui permet de définir son identité, sa propre identité, et de se réguler. Donc les anxieux ont très souvent du mal à s'autoréguler. Au contraire de l'évitant, comme on a pu le voir précédemment, qui lui est très bon pour s'autoréguler, mais a du mal à se co-réguler avec les autres. Alors que l'anxieux, au contraire, lui, privilégie la co-régulation, donc de gérer ses émotions avec les autres, et a beaucoup de mal à être seul. Donc ça explique en fait pourquoi les personnes anxieuses, elles peuvent tomber très vite amoureuses. Et souvent c'est intense, c'est même parfois disproportionné. Parce qu'elle ne tombe pas seulement amoureuse de l'autre, elle tombe aussi amoureuse d'une représentation, de quelque chose qui pourrait les sécuriser et les apaiser, en fait, d'une certaine manière. Mais en même temps, c'est une fausse promesse, le fait que la relation peut les combler, parce qu'en vérité, une relation ne peut jamais combler totalement. Donc très vite, en fait, il y a une sensation de vide qui revient. Ce qui va s'installer chez l'anxieux, c'est une obsession. L'anxieux est très porté sur ses relations. Et voilà, cette obsession de l'autre, de la relation amoureuse, fait que ça peut conduire à des comportements d'auto-sabotage où l'anxieux va être jaloux, va chercher à contrôler, à manipuler, à idéaliser l'autre à l'extrême. Et tout ça, c'est des stratégies en fait pour prévenir toute forme d'abandon. Donc c'est trop d'attentes, trop de peur, trop de mémoire affective douloureuse chez l'anxieux. Le troisième signe, c'est que le moindre conflit est mal vécu et est vécu comme une possibilité de fin de la relation. Un simple différend, en fait, va être redouté et chaque dispute peut annoncer la fin de la relation. Donc pour l'attachement anxieux, le conflit n'est jamais anodin. C'est pas seulement une étape de construction de la relation ou une simple dispute. En fait, c'est vraiment un signal d'alarme, une menace potentielle. Donc le moindre conflit, en fait, devient très vite très douloureux et une menace de séparation. Sur le plan neuropsychologique, cela s'explique par une hyperactivation des circuits de la peur et du stress. Le cortex préfrontal, qui permet normalement de réguler les émotions et de prendre du recul, se retrouve submergé par une réaction limbique exacerbée, notamment au niveau de l'amygdale, centre du traitement émotionnel et de la peur. Donc cette réaction automatique conduit à une interprétation exagérée en fait des conflits. Donc selon John Bowlby, l'enfant qui a appris en fait l'insécurité et la fragilité du lien, comme l'a appris l'anxieux, interprète le moindre signe de tension comme l'annonce d'un retrait. Donc le moindre écart dans la relation réactive le trauma originel. L'attachement anxieux
se rappelle ses émotions de perte, de manque. Donc les blessures que l'anxieux a vécues, en fait, amplifient toute... la moindre chose amplifie en fait la peur, la perte, et beaucoup de choses ravivent des blessures profondes, rapidement. En fait, c'est moins le conflit, en fait, c'est juste une excuse qui révèle ce qui se passe en profondeur chez l'anxieux. Mais ce qui est très paradoxal, c'est que d'un côté, il y a une peur, donc panique, de perdre l'autre et de la dispute, et en même temps, l'anxieux va souvent aussi lui-même provoquer des disputes dans la relation, dans le couple, parce que il cherche à prouver, à voir, à confirmer si le lien est solide ou non. C'est pour obtenir des preuves d'amour. L'anxieux ne va pas verbaliser, ne va pas exprimer ses besoins de rassurance, de présence, etc. Il va tester son partenaire en le rendant jaloux, en créant lui-même en fait des situations de conflit pour voir si l'autre l'aime d'une certaine manière. Donc c'est ambivalent parce que d'un côté il y a la peur de la perte et en même temps c'est comme si inconsciemment il faisait tout pour que cette perte se réalise. Sans le vouloir vraiment, mais parce qu'il y a cette croyance très forte inconsciente que c'est ce qui va se passer. Ce qui va se produire dans la relation, c'est la perte, c'est l'abandon. C'est ça qui va se réaliser. C'est ça qu'il croit profondément. Donc il y a une forme d'auto-sabotage c'est certain, qui empêche d'être en fait rassuré dans le lien, de se rassurer soi et aussi d'être rassuré avec l'autre et que l'autre soit rassurant et sécurisant. Et ça peut même se traduire par des réactions qui sont exagérées en fait, qui sont intenses, des pleurs, des cris, des appels répétés, ou à l'inverse un repli sur soi, un silence intense, toute tentative en fait pour éviter de revivre la perte. Le 5e signe, c'est une idéalisation excessive du partenaire. L'enfant qui a souffert cherche un amour sans faille, et non une personne réelle. Boris Cyrulnik dans Les vilains petits canards. En fait, chez les individus à l'attachement anxieux, l'idéalisation du partenaire sert souvent une stratégie inconsciente pour fuir l'insécurité intérieure. L'autre n'est pas perçu comme une personne ou un partenaire, mais comme une figure du sauveur. Il ne s'agit pas seulement d'aimer, mais également de se réparer à travers l'autre. Cette idéalisation est souvent renforcée par le fonctionnement du système de récompense. L'amour est perçu comme un apaisement immédiat à l'angoisse, un shoot de dopamine qui va calmer temporairement la peur de l'abandon. Donc le partenaire, comme on a pu le dire, est une source de régulation pour l'anxieux. Et comme Boris Cyrulnik le souligne, cette façon d'aimer de l'anxieux, c'est en fait une façon de créer une fiction, créer un monde dans lequel l'amour, il y aurait un amour parfait qui ne pourrait jamais décevoir. Où finalement l'autre n'est pas vu tel qu'il est, mais tel qu'on aimerait qu'il soit en fait. Donc c'est toujours un mécanisme de défense, bien sûr, pour se prévenir de la perte de l'autre, mais en même temps, en idéalisant l'autre, l'anxieux a de grandes exigences en fait, exige énormément de l'autre, inconsciemment. Donc plus l'autre est mis sur un piédestal, et moins il peut montrer ses failles, moins il peut aussi montrer qu'il est un être humain, vulnérable, etc. Et il y a une encore plus grande possibilité de déception, puisque l'autre est idéalisé. Donc il y a admiration et déception qui s'entrechoquent en fait dans l'expérience de l'amour chez l'anxieux. Et comme l'écrit Jean-Paul Sartre dans L'être et le néant, l'idéalisation n'est pas un amour trop fort, c'est un amour fragile, fondé sur la peur. Donc cette dynamique peut devenir finalement une forme assez subtile de contrôle. Si l'autre répond à l'image idéalisée, la relation est vécue comme rassurante. Mais si au contraire il s'écarte de cette image imposée, il y a un sentiment de déception, de trahison très fort, et qui accentue l'insécurité dans la relation. Donc cette idéalisation excessive, elle tend à apaiser l'angoisse de l'anxieux et l'angoisse de séparation,
mais en même temps empêche une vraie rencontre avec l'autre. Donc ce n'est pas de l'amour, c'est une forme de pacte inconscient qui dit « reste parfait pour que je n'ai pas à souffrir ». Le 6e signe, c'est l'incapacité à gérer la solitude sans angoisse. Pour la personne attachement anxieux, la solitude, ce n'est pas un moment de ressourcement, c'est l'expérience de l'exclusion. C'est pas seulement un isolement physique, mais c'est vraiment l'expérience de l'abandon. Et en fait, l'absence de l'autre est vécue très douloureusement. Ça réactive des douleurs passées, la mémoire affective, comme on a pu en parler. En fait, la solitude, c'est l'endroit des angoisses, en fait, l'endroit où les angoisses s'expriment le plus. Boris Cyrulnik évoque la solitude chez l'individu anxieux comme un réveil des blessures anciennes. Donc le retour, en fait, à l'expérience de la solitude, du manque, et ça l'empêche, en fait, l'anxieux de vivre une solitude apaisée, où il peut profiter de moments de calme, d'introspection. Il a beaucoup du mal à être avec lui-même. Ce que aussi met en évidence Serge Tisseron, que finalement cette peur de la solitude montre une difficulté à se lier à soi, à s'entendre, à s'écouter et à comprendre ses besoins, à s'apaiser par soi-même. La personne anxieuse en fait est très dépendante de l'autre. Elle attend en fait que l'autre apaise ses anxiétés, ses doutes, ses peurs. Et en fait ne trouve aucune sécurité avec lui-même. Il cherche une sécurité avec l'autre et il ne peut pas vivre la solitude. Donc concrètement, cette peur peut se traduire par une fuite systématique de la solitude, un besoin de contact, de compagnie ou des comportements d'évitement qui vont limiter l'autonomie de l'anxieux. Donc ça empêche en fait de développer une relation saine avec soi-même. Et ce qui est pourtant en fait ce qui permettrait à l'anxieux de se sentir en sécurité, et ce serait une étape de guérison, de se retrouver seul avec soi-même et de s'entendre. Mais c'est impossible car c'est le gouffre en fait pour l'anxieux, c'est l'expérience de l'angoisse ultime. Le 7e signe, c'est l'hypervigilance. Alors on l'a déjà mentionné, mais on va l'approfondir. L'attachement anxieux en fait transforme la relation amoureuse en un champ de mine. C'est-à-dire que le moindre signe est analysé, chaque silence interprété, chaque distance est ressentie comme un rejet. Donc la personne anxieuse va guetter en fait des signaux d'abandon, des signes de menace. Alors bien sûr, cette vigilance n'est pas un choix, hein. C'est un réflexe qui s'est construit très tôt dans l'enfance, et qui va agir comme un radar pour repérer en fait le danger ou la menace de séparation. Boris Cyrulnik va justement montrer comment ces mécanismes de défense desserrent l'anxieux. L'anxieux cherche à ne pas revivre sa douleur d'abandon, et pourtant il va confondre son intuition avec sa peur. Il va confondre sa lucidité avec l'hyper-interprétation. Il va souvent donner des interprétations fausses. Ça va aussi donner lieu à une multitude de comportements qui sont épuisants pour l'anxieux, d'ailleurs comme son partenaire, où il va relire les messages, analyser la ponctuation d'un SMS, se rappeler les mots exacts d'une phrase anodine, observer les micro-expressions du visage de l'autre, interroger les silences, suspecter un retrait. Donc il y a une surveillance qui est permanente et qui empêche la détente dans la relation. La relation, elle est vécue pour l'anxieux comme un espace d'insécurité. Alors que, objectivement, l'autre peut ne donner aucun signe d'éloignement, peut être au contraire rassurant. Mais c'est le mécanisme de défense de l'anxieux en fait, qui sabote la relation. Donc toutes ces stratégies-là sont assez tragiques, puisqu'elles renforcent, en fait, elles sont autoréalisatrices, puisque plus on est vigilant, plus on voit des menaces, plus on réagit de façon anxieuse, et plus on pousse l'autre à prendre de la distance. Donc ce qui va confirmer finalement la peur initiale de l'anxieux. Donc pour l'anxieux, en fait, la voie de la guérison, ça va être de désactiver son radar. Donc de prendre en compte bien sûr ses ressentis, mais aussi apprendre à différencier sa peur
dont l'origine est son histoire et son passé, de la réalité présente, de ce qui se passe au moment présent. Le 8e signe, c'est le besoin obsessionnel de réassurance. L'attachement anxieux, en fait, doute énormément, comme on l'a pu le comprendre, et l'amour ne suffit jamais. Même dans une relation stable, où il y a une présence, où il y a des gestes d'affection, où il y a un véritable amour, en fait, il y a une peur latente qui est un retournement brutal. Donc il y a un besoin permanent d'être rassuré, qui peut se traduire par des questions obsédantes. Ça peut être: est-ce que tu m'aimes? Et tu es sûr que ça va? Tu ne vas pas me quitter? Et ça ne vise pas à obtenir une vraie réponse, ça sert surtout à calmer l'angoisse, en fait, indirectement. Donc, en fait, l'enfant anxieux a appris que l'amour est conditionnel, incohérent, imprévisible. Et dans sa construction, l'enfant n'a jamais pu construire une base de sécurité interne. Donc, adulte, il cherche constamment à l'extérieur, en fait, une confirmation qu'il est aimable, qu'il est digne d'être aimé, qu'il ne va pas être oublié. Donc, il cherche constamment, en fait, son apaisement à l'extérieur, et il ne le trouve jamais à l'intérieur de lui-même. Alors qu'en vérité, en retournant vers lui, il pourrait retrouver justement cette sécurité dont il a tant soif, entre guillemets. L'anxieux va en fait consommer la réassurance comme une drogue. C'est-à-dire que ça va l'apaiser un moment, mais ça va revenir, et le doute revient. Donc c'est comme un puits sans fond, en fait, où il faut constamment réassurer le lien. Donc ce besoin de réassurance, en fait, va générer beaucoup d'épuisement, puisqu'il va y avoir des tests, il va y avoir des recherches de proximité. Donc ça peut épuiser l'anxieux comme le partenaire. Et paradoxalement, du coup, le partenaire peut s'éloigner du fait de se sentir étouffé, en fait, par l'anxieux. Et ça confirme la peur d'être abandonné, en fait, de l'anxieux. Donc il y a une véritable dépendance affective, en fait, de fond. Mais cette dépendance affective, en fait, elle s'auto-alimente et elle génère exactement ce qu'elle redoute. Pour sortir de ce schéma, il y a un véritable travail intérieur à faire, où il faut apprendre finalement à se rassurer soi-même, à reconnaître la peur, et à créer de la stabilité et de la continuité, sans forcément dépendre du regard du partenaire. Le 9e signe, c'est la recherche de fusion. L'anxieux, en fait, recherche à ne pas être quitté et à ne faire qu'un avec l'autre. Il y a un véritable besoin de fusion parce qu'il y a une telle peur que, en fait, le lien doit être constant, en fait, permanent. Il ne doit jamais s'arrêter, en fait. Il faut être collé, il faut être tout le temps ensemble. Donc il y a une volonté de symbiose, mais derrière ça, en fait, il y a c'est pas vraiment la recherche d'amour. On pourrait croire qu'il y a un grand romantisme à rechercher comme ça la proximité de l'autre, le lien très fort. En fait, surtout, c'est une façon d'étouffer cette angoisse, d'étouffer les angoisses profondes de l'anxieux. La relation va devenir un refuge contre une terreur profonde. La terreur d'être oublié, de disparaître, d'être seul. Donc l'anxieux veut tout vivre avec l'autre, en fait, veut tout partager, veut être en contact constant, permanent avec son partenaire, et toute forme d'espace entre lui et l'autre est une menace et une peur de rejet. Serge Tisseron dit dans Les blessures psychiques, la confusion entre l'amour et la fusion vient d'une carence dans l'expérience du lien. Celui qui n'a pas connu une base stable ne sait pas différencier l'union de la dépendance. Donc il y a une tentative d'absorber l'autre, en fait, de préserver l'autre, et en même temps, comme on l'a pu le dire, en cherchant à préserver l'autre, on le fait fuir. Donc l'anxieux doit apprendre à aimer sans fusionner, et c'est difficile pour l'anxieux. C'est un apprentissage long, mais qui peut être libérateur, puisque il suppose d'accepter, en fait, la séparation. Et non pas comme une preuve de rejet, mais comme une preuve d'autonomie et aussi une preuve d'amour. Et non pas comme une menace. Et c'est là que naît l'amour adulte, sans fusion, capable de respiration, de réciprocité. Le 10e signe, c'est que l'amour
devient souffrance et non joie. Ceux qui ont souffert dans leur lien d'attachement finissent souvent par croire que souffrir, c'est aimer. Boris Cyrulnik dans Les âmes blessées. C'est terrible parce qu'en fait, l'anxieux recherche l'amour, veut vivre l'amour, et en même temps, il est incapable d'aimer, véritablement. Et de vivre l'amour sereinement. Parce que pour la personne anxieuse, aimer, c'est toujours accompagné de douleur, d'inquiétude, de vertige intérieur. Le lien n'apaise pas, il insécurise, il inquiète, il ne guérit pas, il rouvre les blessures. Donc l'anxieux, finalement, vit ses relations dans la douleur. Puisque comme on l'a dit, il guette les silences, les changements de ton, les absences, il anticipe le rejet comme mécanisme de protection, et en même temps, il le vit en fait. Il vit ce rejet, cette souffrance. Donc les anxieux vont souvent avoir des relations tumultueuses avec de la dépendance affective, où ils sont incapables en fait de ressentir de la joie stable dans le lien, ou en tout cas très peu. Donc l'autre est à la fois le sauveur désespéré et la menace constante. Donc il y a un amour avec peur, avec urgence, avec détresse. Et finalement, les relations avec l'anxieux devient un ascenseur émotionnel, puisqu'il souffre quand l'autre s'éloigne, mais il est aussi en même temps jamais vraiment apaisé quand l'autre est là. Parce que finalement, l'anxieux ne croit jamais mériter cet amour et pouvoir être aimé sans condition. Conclusion, l'attachement anxieux, c'est un héritage émotionnel qui est inscrit dans le corps, dans les gestes, dans les silences. Mais tout héritage peut être déconstruit. Donc comprendre ses propres mécanismes, c'est déjà ouvrir la possibilité du changement. C'est permettre au soi adulte de tendre la main à l'enfant blessé, qui cherche encore et désespérément l'amour absolu, celui qui rassure, celui qui ne fait pas mal. Donc ce n'est pas l'autre en fait qui va permettre à l'anxieux, contrairement à ce qu'il peut croire, qui va lui apporter la solution. Mais c'est dans le lien lui-même, c'est dans ce qu'il apprend à tisser avec lui-même. Plus le lien à lui est doux et solide, plus l'amour cesse d'être un champ de bataille et peut devenir un refuge.